J'accueille tout de suite dans ce studio Karen Noblinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris alors que la garde à vue est sur le point d'être levée pour l'homme accusé d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Meaux. Vous allez nous dire quelles sont désormais les suites judiciaires pour lui. Mais d'abord, je me tourne vers Julie Brault. Bonjour Julie. Bonjour. Reporter au service police-justice d'RMC. Vous avez pu rencontrer hier en exclusivité les proches du principal suspect. On sait que la question du discernement sera au centre des débats car l'homme souffrait de troubles psychiatriques. C'est ce que vous ont confirmé ses proches, malgré l'émotion. Le père du meurtrier présumé a accepté, Julie, de vous ouvrir sa porte. Oui, c'est un homme de plus de 70 ans qui m'invite timidement dans son petit appartement. 3 jours après l'horreur commise par son fils, Ndodé a toujours du mal à trouver les mots. C'est dans la soirée du 25 décembre que son fils apparaît devant chez lui, à Sevran. Il tambourine à sa porte avec un couteau ensanglanté dans la main. Il est venu vers 1h. Il était blessé parce qu'il avait un couteau. Il s'est blessé avec un couteau. Quand il a toqué, je n'ai pas ouvert la porte. Après, il est reparti. J'étais obligé d'appeler la police. Vers 7h du matin, l'enfant il est revenu encore. Il a toqué la porte. Moi, j'ai dit au policier, vous faites vite parce que l'enfant il est devant la porte. Je ne l'ai fait pas entrer, j'ai dit, il est devant la porte. C'est donc à travers l'œilleton de la porte de son appartement que Ndodé a suivi l'arrestation de son fils. Sur son paillasson, des traces de sang sont aujourd'hui toujours visibles. J'avais peur de lui ouvrir, je ne voulais pas me retrouver face à lui, me confie-t-il. Une peur que le père de famille a du mal à accepter car il décrit son fils comme un homme gentil, un homme suivi psychologiquement, mais qui aimait profondément sa famille. Il aimait ses enfants, il aimait sa femme, il était bien avec les enfants, il partait à l'école déposer les enfants. Il était bien, on parlait, on discutait, on rigolait tout ça. Ses enfants, ils m'aimaient beaucoup. Papi, quand je partais là-bas, bon, ça me fait mal. Donc ça me fait mal. Vous comprenez pas ce qui s'est passé? Je sais pas. Ce qu'il a fait là, peut-être c'est inconscient. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que faire un acte comme ça, c'est faire ça à tes enfants, c'est dur. Je n'ai pas encore compris jusqu'à présent. Vous l'entendez, c'est un père désemparé, incapable de trouver une explication au crime présumé de son fils. Il va me falloir beaucoup de temps pour réaliser tout ce que j'ai perdu, m'a-t-il soufflé avant de refermer sa porte. Et hier, Julie, vous avez également rencontré la sœur aînée du meurtrier présumé. Elle était très proche de lui. Oui, sa sœur que nous appellerons Sabrina, aujourd'hui âgée de 45 ans, c'est elle qui a élevé son frère dans les premières années avant d'être la témoin de sa dérive. C'est en 2017 qu'elle a vu ses troubles mentaux apparaître, des troubles dépressifs et psychotiques très sévères. 2 ans plus tard, il poignarde sa femme à l'omoplate alors qu'elle est enceinte de 7 mois. Sabrina se souvient ensuite de l'hospitalisation de son frère en psychiatrie. Plus de 2 mois de traitement intense à la suite desquels il est autorisé à rentrer chez lui. Un retour possible grâce à Béatrice, sa compagne depuis 18 ans. Les larmes aux yeux, Sabrina assure qu'elle aurait tout fait pour lui. C'est elle qui tenait le couple, c'était la femme forte, la femme battante, une vraie lionne. Elle l'a jamais laissé, même après l'incident de 2019 où il a failli la poignarder, elle l'a jamais laissé. Toujours là pour lui, à le défendre. Il pouvait pas trouver une meilleure femme en tout cas. C'est elle qui gérait les médicaments de mon frère, ses rendez-vous médicaux, ses démarches administratives. C'était même plus une femme, c'était l'infirmière, l'aide-soignant et la mère pour ses enfants. Parce que qui peut vouloir rester avec un fou si ce n'est pas par amour? Assise sur son canapé, Sabrina prend le temps de sécher ses larmes avant de crier sa colère. La quadragénaire ne parvient pas encore à parler de Béatrice au passé. C'est injuste, ce n'était pas à elle de mourir, poursuit-elle. Aujourd'hui, elle assure ne plus jamais vouloir adresser la parole à son frère. On a beau me dire qu'il est fou, je m'en fous, je lui en veux. Pourtant, il n'y a personne que j'ai aimé plus que mon frère. De sa naissance à ses 4 ans, 5 ans, c'est moi qui l'ai élevé. Mais oui, je lui en veux. Je lui en veux d'avoir ôté la vie à Béatrice. Et surtout dans ces conditions-là. Je me dis, quitte à péter les plombs, fallait mieux qu'il se tue lui-même, ça aurait été plus simple. Mais tuer Béatrice et ses enfants, je ne peux pas imaginer. Comment on peut ôter la vie à une personne qui vous aime autant? Je ne peux pas comprendre. Donc pour moi, il peut mourir en prison, c'est pareil. C'est difficile à dire, mais lui, j'aurais jamais pensé qu'un jour je dirais que moi et mon frère, c'est mort, mais c'est mort. C'est mort. Alors depuis cette nuit de Noël sanglante, le meurtrier présumé n'a revu aucun membre de sa famille. À l'heure où l'on se parle, sa garde à vue est en train de se terminer. Il devrait être présenté à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Merci Julie Brault pour ces témoignages exclusifs que vous avez recueillis pour RMC. Je me tourne vers vous, Karen Noblinski. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris. Que va-t-il se passer maintenant pour ce principal suspect? Là, la garde à vue s'achève, va être levée, comme on dit, dans quelques minutes. Quelle est la suite? Donc la présentation à un juge, c'est ça?
Alors, d'après les informations qui ont pu être données dans le cadre de cette procédure, il serait donc mis fin à la garde à vue ce matin. Monsieur sera donc déféré devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour des faits qui seront donc au regard des faits criminels. Ce qui fait qu'il y aura, donc, au cours de la mise en examen, il aura la possibilité de répondre aux questions, de faire des déclarations ou de garder le silence. Puis, à l'issue, le juge d'instruction va saisir un juge des libertés et de la détention qui devra se prononcer sur la question du placement sous contrôle judiciaire de monsieur, ce qui est peu probable, ou la question de son placement en détention provisoire. On entre dans une longue période d'information judiciaire qui va durer des mois et des mois, peut-être même des années. On est au tout début de cette procédure où il y aura énormément d'investigations à faire, de témoins à entendre dans le cadre de la commission rogatoire du juge d'instruction, surtout des expertises psychiatriques. On a bien compris, là ça va prendre des semaines, voire des mois. On a bien compris qu'en 2019, c'était allé, on va le dire, un peu vite du côté des expertises lorsqu'il y avait déjà eu ce premier incident, ce coup de couteau à sa femme. Là, on va prendre le temps. On ne parle pas d'une seule expertise, on parle d'un collège d'experts, c'est ça, qui vont se pencher sur son cas. Là, on est dans le cadre d'une information judiciaire pour des faits criminels d'une particulière violence, d'une particulière gravité. Donc effectivement, lorsqu'on parle de déclaration d'irresponsabilité pénale, bien sûr, je le dis à titre liminaire, en France, et c'est un principe qui existe depuis l'Antiquité, on ne juge pas les fous. Il n'y a pas de procès pénal parce qu'on considère que si la personne, au moment de la commission des faits, était atteinte d'un trouble psychique, neuropsychique, qui aurait aboli son discernement, qui ne lui aurait pas permis d'avoir conscience de la commission des actes, elle ne sera donc pas jugée devant une juridiction. Et c'est tout le but justement de cette information judiciaire. Donc ça veut dire que là, il va dormir en prison, a priori, détention provisoire comme on dit, expertise psychiatrique, et au terme de ces expertises, on pourrait décider qu'il n'y ait même pas de procès. La question qui se pose, c'est donc de savoir quelles seront les conclusions des experts. Et il n'en aura pas qu'une ou deux, il pourrait y en avoir plusieurs, comme ça a été le cas dans des affaires très médiatisées qu'on a pu voir. Et en fonction, bien sûr, des rapports d'expertise, le juge d'instruction décidera ou non de considérer qu'il y a eu abolition du discernement. Il pourrait y avoir une altération. Si le juge le considère. S'il y a une abolition du discernement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il sort de prison pour aller en structure psychiatrique? Dans ce cas-là, s'il y a une abolition du discernement, il y aurait une déclaration d'irresponsabilité pénale qui serait prononcée. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas commis les faits, ça veut dire qu'il n'est pas responsable pénalement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et ça, c'est aussi les évolutions de la loi de 2008 qui a permis de renforcer la question d'une audience, parce que c'est extrêmement compliqué pour les familles des victimes, pour ces parties civiles. C'est quelque chose de compliqué dans le deuil aussi qu'il y a à effectuer si on leur dit qu'il n'y a pas de procès. Donc il y a depuis 2008 ce qu'on appelle une audience devant la chambre de l'instruction, et c'est la chambre de l'instruction qui va se réunir, qui va donc faire comparaître dans certains cas la personne qui a été mise en examen, les parties civiles vont pouvoir s'exprimer, les experts vont faire état de leur rapport, et même les parties civiles vont pouvoir aussi faire des demandes indemnitaires, ce qui est possible sur le plan des dommages et intérêts, mais surtout la chambre de l'instruction pourra aussi prononcer des mesures de sûreté qui pourront durer jusqu'à 20 ans en matière criminelle. La question de ce monsieur, c'est que oui, il sera, dans le cas où la chambre de l'instruction se prononce ainsi, admis dans un établissement où lui seront prodigués des soins psychiatriques, et ça peut durer des années, jusqu'à même 20 ans. Qui doit être enfermé en hôpital psychiatrique pendant au moins 20 ans. Pour avoir des soins. Pour avoir des soins. Merci beaucoup, Karen Noblinski, avocate au barreau de Paris. Et donc, on va suivre dans les minutes qui viennent la levée de la garde à vue, la présentation devant un juge d'instruction pour ce principal suspect accusé du meurtre de sa femme et de ses 4 enfants à Meaux. Et je remercie Julie Brault, journaliste police-justice d'RMC, pour ces témoignages exclusifs à retrouver également sur rmc.fr.